Bon, bonjour. Donc la dernière fois, j'ai juste introduit le fait que l'enzymologie, c'est aussi de l'enzymologie inorganique, en effet, avec tout le domaine des métalloenzymes. Très rapidement, j'ai passé tout un tas de structures. Et ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que cette histoire continue et qu'il y a en permanence des découvertes, y compris au cours des dernières années, de nouveaux sites métalliques avec des structures tout à fait particulières et parfois, comme vous allez le voir, des systèmes enzymatiques qui comportent un nombre incroyable de sites métalliques qui participent évidemment à des transferts d'électrons à très longue distance. Donc c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Et vous allez voir que je vais en particulier, à plusieurs reprises, parler du mécanisme de méthanogénèse, parce qu'il s'avère qu'au cours des dernières années, l'étude de ce métabolisme d'une très très grande complexité a conduit à la découverte de sites métalliques uniques, nouveaux, particuliers. Et puis aussi cette réaction de méthanogénèse qui est la transformation du CO2 en méthane, qui nous intéresse par ailleurs dans le cadre de tous les projets sur la valorisation du CO2. Vous allez voir comment la nature procède. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on essaye de faire dans le laboratoire. Et évidemment, ça reflète la difficulté de cette transformation que la nature réalise au prix d'un effort absolument incroyable en termes de nombre de protéines, de variété de cofacteurs organiques et, comme je vous l'ai dit, de sites métalliques très particuliers. Alors, je vais... alors, je crois que c'est ça, peut-être, oui. Bon, ça, je l'avais montré à nouveau, c'est ce domaine des clusters fer-soufre, juste pour vous indiquer que depuis très très longtemps, les clusters fer-soufre se réduisent en gros à ces trois structures, 2 fer 2 soufre, 3 fer 4 soufre et 4 fer 4 soufre, où pour l'essentiel, et on verra quelques autres cas, pour l'essentiel, les clusters sont fixés à la protéine, comme vous le voyez ici, grâce à des liens avec des cystéines de la chaîne polypeptidique, donc ce sont des liaisons fer-soufre, et dans la très très grande majorité des cas, chaque fer est tétracoordiné, c'est-à-dire que sa sphère de coordination est bloquée, et le plus souvent avec 4 atomes de soufre, comme on peut le voir ici de cet atome de fer, ou comme on peut le voir ici de cet atome de fer dans les 2 fers de soufre. Alors ça, récemment, le répertoire des ligands s'est accru avec la possibilité, vous voyez qu'on ait moins de cystéine et puis d'autres types de ligands sur l'atome de fer. Ici, c'est un glutamate, mais ça peut être des histidines, ça peut être des chaînes latérales aminées. Enfin, bon. Donc, il y a une plus grande variété qui a été observée ici pour cette complexation. Et puis, ce dont je vais vous parler, excusez-moi, avant, je voudrais juste indiquer, et ça c'est connu maintenant depuis pas mal de temps, c'est que les clusters peuvent être beaucoup plus complexes. Il n'y a pas une infinité de ce type de clusters. En gros, vous voyez, ces clusters-là sont présents presque, enfin, je dirais exclusivement, jusqu'à il y a très peu de temps, exclusivement dans la nitrogénase, qui est aussi voilà, ce processus, comme vous le savez, qui transforme une molécule extrêmement stable, l'azote de l'air, en ammoniac. Processus multiélectronique très complexe, et la nature n'a rien trouvé de mieux que d'utiliser ce type de cluster. Ici, le cluster P, qui est une protéine un cluster de transfert d'électrons. Vous voyez, c'est un 8 fer 9 soufre
et puis le cluster mixte fer-molybdène, avec un atome de carbone ici, j'y reviendrai, un molybdène, 7 fer, 8 soufre, 1 carbone, donc une assez grosse complexité. Ici, c'est là que se fait, par un mécanisme qui est encore mal connu, la réduction de l'azote en ammoniac. Donc ça, ce sont des choses qui sont maintenant connues depuis pas mal de temps, et je voudrais décrire maintenant les découvertes récentes qui ont montré l'arrivée de nouveaux clusters. Bon, à nouveau, je redirai très rapidement les clusters qui n'ont que 3 cystéines et avec un fer qui est relativement libre ici, c'est-à-dire que tout à l'heure j'ai montré un glutamate ou une cystéine pour bloquer la coordination, mais avec ici des coordinations vacantes qui permettent de faire de la chimie, c'est-à-dire de fixer un substrat et de le transformer plutôt que simplement de transférer des électrons. Un autre système, vous voyez ici, plus complexe, qui a été découvert récemment, qui fait penser évidemment à celui de la nitrogénase, et puis des clusters 4 fer, 4 soufre, particulièrement transformés d'une certaine façon, qui ont été encore assez peu étudiés du point de vue de leur structure électronique, de leur réactivité, mais qui ont été découverts tout récemment. Et en gros, si vous voulez, on peut dire que c'est quelque chose comme un 3 fer, vous voyez, 4 soufre, avec un fer supplémentaire qui ne ferme plus le cubane, mais enfin, les Anglais appellent ça souvent des dangling irons, c'est-à-dire des fers pendants, et c'est la même chose ici. Ici, vous pouvez reconnaître un 3 fer 4 soufre que j'ai présenté tout à l'heure avec un fer un peu exogène. Oui, les 3 fer 4 soufre, très rapidement, ils ont été découverts notamment dans 2 grandes familles. Il s'agit d'une part de systèmes de déhydratase. Et là, c'était une découverte. Bon, ça, c'est assez ancien. Hein, je suis en train de raconter là pour le moment encore des choses anciennes. Des systèmes de déhydratase où le cluster fer-soufre ne joue plus le rôle de transfert d'électrons. Et ça, c'était quelque chose d'assez surprenant, c'est-à-dire qu'il peut faire autre chose que transférer des électrons. Il peut agir en quelque sorte comme un acide de Lewis. Et ici, vous voyez, le fer qui est libre sert à fixer le citrate à travers ce chélate hydroxycarboxylate. Et c'est cette interaction qui va permettre de polariser les liaisons et casser la liaison carbone-OH ici. Ça, c'est la conitase. L'autre système dont j'aurai l'occasion de parler plus tard, c'est la grande famille des radicales SAM. Vous voyez que le fer qui n'a pas de cystéine et pas de ligand est capable de fixer cette molécule, la S-adénosylméthionine, à travers là aussi un chélate de la partie aminocarboxylate de la SAM, pour transformer cette SAM comme on le verra. Ici, c'est un autre exemple, je le cite parce que c'est un travail qui a été fait récemment au laboratoire sous la direction de Béatrice, que vous avez entendu la semaine dernière, où le fer libre peut fixer, y compris des hétéroatomes de type soufre, qui sont des intermédiaires clés dans des réactions de sulfuration. Donc ça, ce sont des choses maintenant qui sont bien connues. Ça, c'est un travail, vous voyez, récemment publié en 2018. Ce sont des gens qui se sont intéressés. Vous savez qu'au fond, on connaît à peu près la gamme de potentiel redox dans laquelle le vivant travaille. Et c'est assez rare de descendre en dessous de ce que font les systèmes les plus réducteurs, qui sont en réalité les clusters fer-soufre, hein,
quand la nature veut réduire des molécules à très très bas potentiel, ce sont les protéines fer-soufre. Mais c'est très rare de descendre en dessous de moins 400 millivolts. En gros, voilà, c'est un peu la limite. Et donc là, c'est un travail de chercheurs qui se sont posé la question, est-ce qu'on peut trouver des systèmes enzymatiques qui sont capables de réduire des molécules à des potentiels beaucoup plus bas? Et là, ils ont cherché des molécules qui étaient capables, par exemple, de réduire l'acétylène, une triple liaison CC, ou l'hydrazine, une double liaison azote-azote. Et ils ont essayé d'isoler des molécules des protéines qui étaient capables de faire ça. Et ils ont trouvé un système qui fait penser énormément à la nitrogénase, qui, elle, travaille aussi à potentiel très bas. Et ce système donc, qui a été découvert chez cette bactérie, Carboxydothermus hydrogenoformans, vous voyez, quand il y a thermus, ça veut dire que c'est probablement des thermophiles. C'est un système à deux composants où vous avez une protéine de transfert d'électrons qui a besoin d'ATP pour énergiser l'électron et pour le sortir à très bas potentiel. Et là, ce sont des électrons qui sortent à des potentiels qui sont inférieurs à moins 0,5 volts, ce qui est très très rare dans le vivant. Et ce système de transfert d'électrons est couplé à une protéine qui fait ici la réduction de l'acétylène et de l'hydrazine. Évidemment, ce n'est sûrement pas la fonction de cette protéine. Il n'y a aucune raison que cette bactérie ait élaboré une protéine pour réduire de l'acétylène et de l'hydrazine. Mais le substrat naturel n'est pas connu. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour faire ça à nouveau, parce que la structure de cette protéine a pu être résolue, vous reconnaissez un cluster complexe qui n'avait jamais été vu auparavant, parce qu'il a des similarités avec celui de la nitrogénase, mais il est différent. Ici, en fait, il est assez facile à comprendre. Hein. Ce sont deux clusters, 4 fer, 4 soufre, qui sont couplés par un pont sulfure entre deux atomes du fer qui eux-mêmes, vous voyez, n'ont pas de ligand de la protéine, issu de la protéine, ils n'ont que ce sulfure non protéique entre les deux. Voilà. Donc, alors il y a quelque chose, et je le redirai à une autre reprise, c'est que c'est intéressant, c'est un nouveau cluster. Il s'agit de comprendre quelle est sa fonction réelle, biologique. Mais en même temps, les chimistes avaient déjà, il y a très longtemps, montré que ce type de cluster existait. Et alors, est-ce que je peux avancer? Voilà, vous voyez ici, notamment voilà, un papier en 1989 dans le Journal of American Chemical Society, donc vous voyez, il y a 30 ans. Travail de Richard Holm, Dick Holm, un pionnier de la chimie bio-inorganique de synthèse, quelqu'un qui a passé sa vie à synthétiser des molécules qui ont un rapport avec les cofacteurs métalliques du vivant. Et ça, vraiment, ça a été un pionnier dans la synthèse de clusters fer-soufre synthétiques. Et ça, c'est un de ses ligands préférés. Vous voyez, avec 1, 2, 3 atomes de soufre, cette plateforme se referme pour donner les 3 atomes de soufre qui fixent un 4 fer, 4 soufre. Et ici, vous avez la possibilité d'accrocher un ligand. Donc, c'est un modèle d'un 4 fer, 4 soufre avec uniquement 3 cystéines. Ici, c'est 3 phénylthiols. Et il s'est amusé à cette époque-là de coupler à travers cette liaison de coordination plusieurs clusters, et notamment dans la liste, il y avait une structure aux rayons X d'un pont sulfure entre deux clusters 4 fer, 4 soufre. Voilà, c'est intéressant parce que ça vous montre que les chimistes peuvent inventer
des structures de la biologie sans le savoir, et bien avant de découvrir que ça se passe dans les systèmes biologiques. Voilà, ici c'est à nouveau la superposition des structures. Voilà, donc là je vais passer un peu de temps, et il faut être un peu concentré parce que je vais à plusieurs reprises revenir sur ce schéma. Je vais le simplifier, ici je mets ce qu'il y a de plus complexe. Enfin, j'y mets toute la complexité dont j'ai besoin pour décrire ce processus, qui est un des grands processus du vivant, hein, de métabolisme. Comme vous le savez, la méthanogénèse, c'est la source principale de méthane sur la planète, au-delà de tout le méthane que nous relarguons dans l'atmosphère dans la récupération du gaz. Mais ce sont des quantités colossales qui sont transformées, qui transforment de méthane qui proviennent du CO2. Alors, à nouveau, j'insiste sur le fait que, vous voyez, cette réaction, c'est donc une réaction extrêmement complexe parce que plusieurs protons, plusieurs électrons, en gros, donc 8 électrons, ce qui explique que pour faire ça, le système biologique utilise 1, 2, 3 et 4 molécules d'hydrogène, hein, qui chacune fournissent 2 électrons, ça fait 8, donc ça colle. Là aussi, bon, comme vous le savez peut-être, le système vivant est capable de transformer le CO2 en le réduisant, mais les seuls systèmes enzymatiques connus qui font directement une réduction du CO2 en un produit, en l'occurrence le monoxyde de carbone ou l'acide formique, ce sont des systèmes qui fonctionnent à 2 électrons et terminé. Il n'y a aucun système enzymatique biologique, donc un système biologique qui transforme le CO2 à plus que 2 électrons. Je dis pour un système enzymatique. C'est les formiates déshydrogénases et les CO déshydrogénases dont j'ai eu l'occasion de parler. Ici, évidemment, c'est une association d'un très grand nombre de systèmes enzymatiques qui permettent de faire cette réduction à 8 électrons. Donc ce n'est pas une réduction à 8 électrons opérée par une seule protéine. Donc juste rapidement, un très grand nombre de cofacteurs. Je vais très vite sur le système ici qui transfère les électrons venant de l'hydrogène. Partout, c'est le même système ici, vous voyez. C'est ce qu'on appelle la méthylène H4-MPT réductase, qui utilise en particulier ce cofacteur F420, qui est une déazaflavine. Ce n'est pas une flavine, c'est une déazaflavine. Vous voyez ici, il y a un carbone à la place d'un azote. Donc ça, ce sont des systèmes qui fournissent des électrons à relativement bas potentiel. Ici, cette structure-là, cette protéine-là est assez complexe et elle contient aussi un domaine hydrogénase, puisqu'il faut transformer l'hydrogène en électrons, et puis les électrons sont transférés à travers cette déazaflavine et sont ensuite, ces électrons, transférés à une enzyme qui fait soit cette étape, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. La première chose qui est réalisée dans cette opération, c'est la fixation du CO2 sur cette amine d'un cofacteur, ici, qui est la méthanofurane. Je ne rentre pas dans le détail de la structure, mais vous voyez ce que la nature est obligée de faire. Hein. Vous allez voir, c'est absolument dément pour faire cette réduction du CO2 en méthane. Donc, et vous passez par cet intermédiaire ici, formyle méthanofurane. Ensuite, vous avez cette ptérine, en l'occurrence la tétrahydrométhanoptérine, hein, et ça c'est ce qu'on appelle une ptérine, qui va récupérer ce formyle ici sur cet azote pour donner le formyle THM que j'ai représenté ici. Voyez. Et ensuite, à travers d'abord la perte d'un atome d'oxygène et puis 4 électrons, on va arriver à la
N-méthyl THM. Donc ici, vous remplacez ce formyle par un méthyle. Je reviendrai sur cette partie-là où, effectivement, il y a des cofacteurs métalliques tout à fait particuliers. Et puis ensuite, vous avez deux cofacteurs qui vont intervenir, le coenzyme M, qui est un thiol, et le coenzyme B, qui est aussi un thiol, évidemment des cofacteurs naturels. Et ce méthyle va d'une part aller d'abord sur le... Donc vous voyez, là, on n'est déjà pas très loin du méthane. Donc ce méthyle va être transféré d'ici, de cet azote, à ce soufre pour donner le coenzyme M méthyle. Et ensuite, pour libérer ce méthyle, excusez-moi, et cette étape-là dépend d'un cofacteur, alors qui est connu depuis très très longtemps, mais qui est aussi d'une très grande complexité, qui est le coenzyme B12, hein, qui est un cofacteur à base de cobalt, et entouré d'un ligand de type chorine. Et ensuite, la libération de ce méthyle pour donner du méthane se fait grâce à cette enzyme qui est une réductase de la méthylcoenzyme M et qui utilise le coenzyme B, ce thiol, pour faire la réduction, et vous passez par ce disulfure mixte, coenzyme M, coenzyme B, libération du méthane. Et une fois que vous êtes là, évidemment, il faut régénérer les deux coenzymes, M et B, et pour ça, vous avez une étape de réduction de ce disulfure. Mais comme vous allez le voir, dans la nature, des réductions de disulfure en dithiol, ce sont des procédés qui arrivent en permanence. Il y a des tas de systèmes enzymatiques qui font ça. Ici, dans ce cas-là, c'est un système d'une très très grande complexité qui est l'hétérodisulfure réductase qui permet de faire cette transformation pour refermer le cycle. Voilà. Alors, sans doute, vous ne vous souviendrez pas de tout ça pendant que je vais en parler à plusieurs reprises, parce que je vais revenir à différentes étapes, tout simplement parce que la simple étude de ce métabolisme récemment par tout un tas de très très bons biochimistes inorganiciens a pu, et puis de microbiologistes, parce que c'est des choses qu'on ne comprend pas encore complètement, a permis, donc tous ces travaux ont permis de découvrir de nouveaux systèmes enzymatiques, de nouvelles structures. Et je vais commencer par l'hétérodisulfure réductase. Dans Science en 2017, cette réductase a été résolue du point de vue, a été cristallisée et résolue du point de vue structural. C'est un magnifique système où vous avez une partie hydrogénase puisque, comme vous le voyez ici, vous avez un système. Alors, vous voyez, excusez-moi, mais ici, c'est pas. Je me suis trompé tout à l'heure. Partout, c'est F420 là, les trois premiers, donc c'est bien ce système-là. Ici, c'est un F430. C'est un autre cofacteur, mais donc c'est différent de ceci. Et donc le système contient en effet un domaine hydrogénase, puisque là aussi les électrons viennent de l'hydrogène et transforment l'hydrogène en électrons et protons. Puis ces électrons vont être transportés à travers une très très longue distance jusqu'à cette protéine HDRB où va se faire la réduction de ce disulfure. Bon, il s'avère qu'il y a une chose sur laquelle je ne vais pas intervenir plus que ça, parce que c'est assez complexe, mais au milieu, vous voyez tout un tas de clusters fer-soufre. Au milieu, vous avez une flavine, FAD, et c'est un site de bifurcation électronique, c'est-à-dire que, peut-être un jour j'aurai l'occasion de parler de ces phénomènes-là, c'est-à-dire que vous envoyez des électrons à un certain potentiel et vous pouvez, à travers certains systèmes, faire partir un électron à des potentiels plus bas et l'autre électron à un potentiel plus élevé. C'est ce qui se passe ici, puisqu'il faut réduire une ferredoxine à moins 500 mV dans le métabolisme de ces bactéries.
ça se fait ici, et les électrons qui arrivent ici sont à des potentiels plus bas, enfin plus hauts, moins réducteurs, moins 140 millivolts, qui suffit largement pour réduire un disulfure. En fait, on peut se demander pourquoi ce système extravagant pour réduire un disulfure, qui est à un potentiel relativement raisonnable. Il n'y a rien de particulier dans ce potentiel redox. Il y a des tas de disulfures dans la cellule qui sont réduits très facilement. Et ici, donc la structure a été résolue. Et donc, vous voyez, ça, c'est la partie hydrogénase. Donc, l'hydrogène arrive ici. Il y a le site de l'hydrogénase ici. Nickel-fer, c'est une hydrogénase nickel-fer. Et puis, les électrons s'en vont. Et ici, ils peuvent repartir vers la ferredoxine, un électron aller jusqu'à cette partie-là ici, où se fait la réduction du disulfure. Et alors, si vous regardez maintenant, vous zoomez sur cette partie-là, c'est là qu'on découvre ces fameux clusters 4 fer, 4 soufre non cubanes, tout à fait particuliers. On peut se poser la question, les gens se la posent mais ne comprennent pas. Pourquoi, à nouveau, pourquoi pour faire une réduction d'un disulfure, vous avez besoin d'un tel système complexe, et pourquoi vous avez besoin de ces clusters particuliers. Comme vous le voyez ici, ce sont les mêmes que ceux-là, mais dans la même protéine, vous avez ces deux clusters de structures tout à fait différentes, même si globalement ce sont des 4 fer, 4 soufre. Vous voyez avec deux cystéines, 3 cystéines ici, 4 cystéines, et bon, des disulfures, bien sûr, des atomes de soufre ici, enfin, etc. Bon, vous avez la structure ici. Là aussi, dans chaque cas, vous voyez, il y a bien 4 cystéines, sauf qu'elles sont accrochées de façon un peu particulière. Voilà, donc des nouveaux clusters sont découverts. Et non seulement la structure a permis d'identifier ces clusters, mais il s'avère que cette structure a aussi été obtenue en présence du substrat, le disulfure, les deux coenzymes M et B. Ce substrat se place ici entre les deux, et ça a permis de comprendre le mécanisme de la réaction. Donc à nouveau, vous voyez le transfert d'électrons, les électrons qui vont vers la réduction de la ferredoxine et les électrons qui vont vers ces deux clusters très particuliers, HB2, HB1, pour faire la réduction du disulfure. Et donc, vous voyez, les deux clusters sont là, le disulfure se fixe entre les deux, et ici, vous avez une cassure homolytique de la liaison soufre-soufre. Donc, il y a un électron qui vient pour faire une liaison fer-soufre, un électron qui vient du cluster. C'est la même chose de l'autre côté, et vous avez cet intermédiaire qui ensuite, grâce à un électron et un proton, libère le coenzyme B régénéré, et grâce à un deuxième électron et un deuxième proton, régénère le coenzyme M. Donc ce sont des magnifiques structures. Et donc la découverte de nouveaux clusters, et vous voyez, ça c'est 2017. Une autre chose, à nouveau, là j'abandonne pour le moment les clusters fer-soufre et leur nouvelle version, et je reviens sur quelque chose que j'ai montré aussi. C'est ici un exemple de protéine, d'enzyme, à base de molybdène ou de tungstène, qui utilise un cofacteur organique qui est la molybdoptérine, ici avec 2 atomes de soufre. Ça, c'est une fonction que les chimistes appellent dithiolène, N, parce qu'il y a une double liaison ici entre les deux liaisons carbone-soufre. Et évidemment, c'est un très bon complexant chélatant de métal, et c'est ce que la nature choisit ici pour fixer un atome de molybdène ou de tungstène. Ici, avec un atome de molybdène, vous avez un de ces systèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui fait directement une réduction du CO2, non pas à 8 électrons comme tout à l'heure, mais à 2 électrons pour faire de l'acide formique, et ce sont des formiates déshydrogénases. Alors, il y a toutes sortes de variations autour de la coordination du molybdène ou du tungstène, et vous voyez, au cours des toutes dernières années,
Donc il y a des nouvelles structures de ces cofacteurs molybdène ou tungstène, 2018, 2015, 2016. Et à nouveau ici, vous voyez, peut-être j'aurai le temps d'y revenir, mais formyle méthanofurane déshydrogénase, ça a été aussi découvert dans la méthanogénèse. Et donc, juste pour illustrer assez rapidement, en gros, vous avez un dithiolène ou deux. Comme vous le voyez ici, vous avez une molybdoptérine. Ici, vous en avez deux. Et ensuite, toute la variation se passe sur les autres sites de coordination du métal. Ici, dans l'aldéhyde oxydase de cette bactérie, Methylobacillus, vous avez une seule ptérine, molybdoptérine, et un ligand thiolate, enfin sulfure, OH- et une double liaison métal-oxygène. Ici, vous avez une cystéine en plus, et ici, vous avez à la fois une cystéine et un atome de soufre, un sulfure. Donc, de plus grandes variations, et ça, ce sont des résultats tout à fait récents. Oui, voilà. Donc, justement, je reviens à cette formyle méthanofurane déshydrogénase, donc, dont la structure a été obtenue ici en 2016, dans ce papier dans Science. C'est une enzyme à tungstène. Et je veux juste vous montrer à nouveau que ça intervient dans cette méthanogénèse, et c'est la première étape. Vous voyez, les électrons arrivent, et puis il faut les utiliser. Et il y a une enzyme ici, celle qui permet de fixer le CO2 sur cette amine pour donner la formyle méthanofurane que je vous ai indiqué, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Cette fixation et première réduction à 2 électrons est catalysée donc par la formyle méthanofurane déshydrogénase. Et ici, je vous montre ce système qui est aussi assez faramineux, à nouveau pour faire une réduction à 2 électrons que la nature sait faire assez simplement avec juste une enzyme à molybdène ou à tungstène et faisant de l'acide formique. Sauf que là, visiblement, ce qui est important, c'est de ne pas relarguer l'acide formique. Et c'est pour ça qu'il y a il y a ce fameux cofacteur méthanofurane qui va être utilisé pour piéger l'acide formique sous la forme d'un composé N-formyle. Donc la structure a été résolue, donc je vous retrouvais l'importance de ce furane avec cette fonction amine. Et ce que fait la formyle méthanofurane déshydrogénase, c'est de catalyser la réduction donc, à 2 électrons du CO2 et piégeage sous la forme de ce formyle. Et en réalité, ce qui est montré ici, c'est que ce que fait le système, c'est de réduire le CO2 en acide formique, mais véritablement de l'acide formique, qui va rester au sein de la protéine, qui va se promener. Alors, Jemel, il connaît ça, les petites molécules qui se promènent à l'intérieur des protéines. Et là, c'est le cas d'un acide formique qui va se transférer vers un autre site, comme vous allez le voir. Et alors, c'est un système assez extravagant, puisque c'est un 24 mères, c'est un tétramère d'hétérohexamère, qui fait 800 000 kilodalton, vous voyez, pour une réaction qui n'est quand même pas exceptionnellement compliquée. Il y a 46 clusters fer-soufre là-dedans. Et donc, vous avez plusieurs protéines qui sont impliquées. Une protéine où il y a 2 ions zinc, la protéine FWDB, qui est là où se trouve ce cofacteur à tungstène avec 2 ligands molybdoptérine. Il y a aussi un 4 fer 4 soufre là-dedans. Vous avez 2 autres protéines C et D. Vous avez une protéine F qui est constituée de 4 domaines ferrédoxine avec 2 clusters 4 fer 4 soufre par domaine. Donc vous voyez 2 fois 4, 8. Et vous avez la ferrédoxine, une ferrédoxine aussi avec 2 clusters 4 fer 4 soufre. Donc une chaîne de transfert d'électrons absolument incroyable pour transférer les 2 électrons qui viennent d'une ferrédoxine exogène à très bas potentiel. Voilà, et donc le système fonctionne comme ça, c'est un magnifique travail
qui a identifié les sites métalliques, les chaînes de transfert de gaz, les chaînes de transfert éventuellement de l'acide formique. Et l'idée est la suivante aujourd'hui. Les électrons arrivent ici, vous voyez, par cette chaîne de transfert d'électrons. Le CO2 rentre par un canal où le gaz peut circuler et puis arrive sur le tungstène qui fait la réduction du CO2 en acide formique. C'est une formiate déshydrogénase d'une certaine façon à cet endroit-là. Simplement, il y a quand même une certaine distance pour arriver à ce site à zinc, mais l'idée c'est que l'acide formique circule pour être ensuite sur ce site à zinc où se trouve le substrat. Ici, vous voyez le furane avec l'amine. Et peut-être le voit-on ici, vous voyez, vous avez les deux atomes de zinc dans cette partie-là, et vous avez l'aminofurane ici. Et ce système-là est proposé, enfin ce centre-là est proposé comme catalysant la formylation de cette amine par l'acide formique. Voilà. Et quand on regarde l'ensemble de la structure, on a quelque chose d'absolument colossal. Parce que la protéine totale est constituée donc de ce 24 mers qui communique, enfin il y a 2 fois 12 mers qui communiquent à travers qui communiquent électroniquement à travers ces 2 clusters 4 fer 4 soufre qui sont en surface. Pour quelles raisons vous avez besoin de 4 sites à tungstène, 46 4 fer 4 soufre, 8 zinc. Vous avez une connexion électronique sur plus de 200 angstroms. Vous avez des transports de substrat, de gaz par des canaux hydrophobes, de l'acide formique sur des canaux hydrophiles, vous voyez, sur des très longues distances quand même, une quarantaine d'angstroms. Voilà. Donc c'est vraiment des choses absolument inattendues. Et évidemment, je trouvais intéressant de vous montrer des systèmes de la chimie bio-inorganique les plus récents et d'une telle complexité. Donc là, c'était les clusters, les sites molybdène-tungstène. Là, je vais parler d'autre chose, c'est la découverte de nouveaux cofacteurs organométalliques. Donc, ce que j'entends par cofacteurs organométalliques, ce sont des sites métalliques qui impliquent non pas des liaisons, uniquement des liaisons métal hétéroatomes, c'est-à-dire azote, oxygène, soufre, mais des liaisons métal-carbone. Pendant très très longtemps, les gens qui faisaient de la chimie bio-inorganique avaient exclu la possibilité de cofacteurs organométalliques tels que je viens de les définir. Bon, quand je dis pendant très longtemps, mais c'est aussi il y a longtemps qu'on en a découvert déjà un certain nombre, que je résume ici, mais c'est presque exhaustif, mais disons qu'il n'y en a pas non plus un nombre très très important. Mais ici, vous avez évidemment, je commence parce que c'est peut-être le premier cofacteur organométallique qui a été découvert, c'est l'adénosylcobalamine, la vitamine B12, où vous avez une liaison cobalt-carbone avec le 5'-déoxyadénosyle, le ligand 5'-déoxyadénosyle. Alors 5'-déoxyadénosyle parce qu'il y a dans l'adénosine, il y a un OH ici, donc ici c'est un CH2 qui est lié au cobalt. Ça c'est le premier. Et puis par exemple, qui est présent dans cette enzyme, la méthylmalonyl-CoA mutase, qui est présente chez de nombreux organismes, y compris chez l'homme. Évidemment, parce que j'en ai déjà parlé dans le passé, je cite ici la nitrogénase, parce que vous voyez, il y a ici un atome de carbone au milieu, c'est une découverte assez récente, j'en ai déjà parlé, et vous avez des liaisons fer-carbone
dans ce cluster fer-soufre. Et puis vous avez aussi une autre classe d'enzymes dont j'ai beaucoup parlé dans mes cours précédents, ce sont les hydrogénases, où vous avez des liaisons fer-carbone à travers ces ligands cyanure et monoxyde de carbone. D'accord? Donc ça, c'est connu. Et donc, bon, c'est vrai de toutes les classes d'hydrogénases qui étaient connues jusqu'à présent. J'insiste sur les hydrogénases parce que je vais vous citer le cas de la découverte d'une nouvelle hydrogénase qu'on appelle hydrogénase, mais qui n'en est pas vraiment une, comme vous allez le voir. Pour moi, une hydrogénase, c'est une enzyme qui convertit l'hydrogène non pas en hydrure, mais en électrons et protons. Et ensuite, les électrons sont utilisés, c'est-à-dire les électrons qui proviennent de l'hydrogène sont utilisés pour faire des réductions sans hydrogène. Bon, donc les hydrogénases, voilà, ce sont toutes les deux. Il y a deux classes, nickel-fer et fer-fer. Enfin, ceux qui ont suivi mes cours connaissent ça très bien. Et dans tous les cas, vous avez une chimie organométallique, puisque ces cofacteurs fer, je l'ai déjà indiqué, mais ici aussi dans cette classe fer-fer, vous avez des cyanures et du monoxyde de carbone qui est fixé sur les atomes métalliques. Donc on est bien dans une chimie organométallique. Ah, nous revoilà donc avec notre méthanogénèse, parce que, à nouveau, là-dedans, on trouve une enzyme particulière pour faire une réduction, et c'est la méthényl-THM réductase. Donc vous vous souvenez que la formule THM, donc c'est après que le formyle soit passé ici, et je n'ai pas détaillé tout à l'heure, enfin évidemment je l'ai fait exprès parce que c'est assez complexe et là je vais pouvoir rentrer dans le détail, la réduction de ce formyle jusqu'au méthyle. Vous vous souvenez ce que j'ai dit sur le méthyle. Mais au milieu, il y a deux intermédiaires assez particuliers, mais qui viennent du fait que ce carbone est activé par cet azote-là. Donc il y a une attaque de ce carbone, l'attaque de ce carbone par cet azote pour donner cet intermédiaire-là, qui est le méthényl-THM, ce qui est indiqué ici. Et donc vous avez une première réduction à 2 électrons pour donner le méthylène-THM. Voyez ? Et ça, l'enzyme qui fait ça, c'est une réduction à 2 électrons. On est sur la voie, vous voyez, d'un méthyle à la fin sur cet azote, mais on n'y est pas encore, puisqu'il faudra une deuxième réduction à 2 électrons. Et vous avez cette transformation catalysée donc, par la méthényl-THM réductase, qui est une enzyme à fer. Alors, comment les gens ont trouvé ça? En fait, ces bactéries, quand vous les mettez en carence de nickel, elles ont un très très gros problème, puisque tout leur pouvoir réducteur vient des hydrogénases à nickel-fer, et donc lorsque vous avez une carence de nickel, vous n'avez plus d'hydrogénase suffisamment active, et tous ces processus-là, vous voyez, où le nickel est tellement important, ici aussi, eh bien, ça coince. Eh bien, en situation de carence en fer, la bactérie, qui a tellement besoin de faire du méthane, a des systèmes de remplacement. Et ça, c'est une stratégie assez classique en métallo-enzymologie. Lorsqu'il y a des carences d'un métal, la nature a mis au point pour se protéger un système alternatif à la base d'un autre métal. Et c'est de ce système dont je vais parler. Eh bien, ça a été défini comme une hydrogénase. En fait, à nouveau, ce n'est pas une hydrogénase, puisque l'hydrogène ici est utilisé pour son hydrure. Donc, il n'y a pas extraction des électrons de l'hydrure, comme dans les hydrogénases dont je vous ai parlé. C'est une cassure hétérolytique de la liaison hydrogène-hydrogène, H+, et H-, et l'H- sert, vous voyez, à hydrogéner cette fonction méthényl pour donner cette fonction méthylène entre les deux azotes. Et l'analyse de cette enzyme a montré qu'il y avait un cofacteur métallique tout à fait original, mononucléaire à fer, avec un ligand de type guanylyl, que vous voyez ici,
pyridinol, c'est-à-dire une pyridine et un alcool ici, et surtout que c'était un système organométallique, pas seulement parce que là aussi, comme les hydrogénases, il y a du monoxyde de carbone comme ligand, mais aussi parce qu'il y a ce formyle ici qui... voilà, vous avez une liaison fer-carbone entre le fer et le carbonyle de ce ligand. Et ça aussi, c'est alors pour le coup, il n'y avait pas eu d'équivalent de ça avant cette découverte. Il s'avère que la structure a été résolue, vous voyez, en 2019, avec une formidable résolution, un angstrom de résolution qui permet évidemment d'avoir des informations magnifiques à l'échelle atomique. Et donc, vous avez... et donc, la structure enfin, plusieurs structures ont été obtenues dans différentes conformations, et en particulier une conformation dite ouverte, ici. Vous voyez où vous avez ces domaines-là. Donc c'est un dimère, hein, vous voyez, ces domaines-là sont éloignés du domaine central, et en présence de substrat, ça se referme, vous avez un mouvement comme ça de ces deux domaines, ça se referme autour du substrat. Et dans la position ouverte, vous avez donc en effet cette structure-là, mais vous avez une molécule d'eau qui est ligand, vous voyez cette liaison à 2,3 angstrom. Voilà, vous avez les CO et vous avez une cystéine et le ligand pyridinol. Et puis sur la version fermée, la molécule d'eau a disparu, et vous voyez le substrat, et en particulier le fameux carbone ici, qui va être réduit par un hydrure. Il n'est pas ligand du fer, mais il est dans une position très très proche du fer, 3,8 angstrom, donc dans une très très bonne position. Ça, c'est une autre façon de le montrer. Vous avez le fer ici, vous voyez les carbonyles là, la pyridine, l'alcool, et puis le substrat, la partie qui va être réduite ici. Bon, beaucoup de choses ont été dites dans ce travail-là, à savoir que, vous voyez, une autre façon de représenter le complexe enzyme-substrat, le cofacteur de fer, le substrat ici, cette méthionine absolument essentielle, mais vous voyez, parce que ça presse, cette méthionine, elle presse le substrat contre l'atome de fer, elle est absolument essentielle, la mutagénèse l'a montré. Vous avez cette histidine 14 qui est très 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 importante et qui a été mutée, et c'est absolument essentiel, et vous allez comprendre rapidement pourquoi. Elle est en lien hydrogène avec la fonction alcool ici, et qu'est-ce que ça va avoir comme effet à travers une chaîne de transfert de protons, la déprotonation de cet hydrogène, absolument clé, puisqu'en faisant ça, vous allez créer une charge négative sur cet oxygène, et vous allez créer une base qui va assister la cassure hétérolytique de la liaison hydrogène-hydrogène en arrachant un proton ici pour finir avec un hydrure sur le fer. Il s'avère que cette histoire d'une base qui aide à arracher un proton de l'hydrogène, c'est une vieille notion connue dans le cas des hydrogénases, mais là, c'est assez extraordinaire, enfin, c'est complètement nouveau. C'est le ligand organique exogène, d'une certaine façon, à l'enzyme, puisque là, vous voyez, ce ligand-là, il n'est pas lié, sauf par des liaisons faibles, à la protéine. Et donc, comme vous le voyez, ici, la base absolument nécessaire pour activer une molécule d'hydrogène, c'est une clé, enfin, partout. Dans tous les systèmes d'activation de l'hydrogène, il faut une base. Et bien ici, elle est fournie par cet oxygène. Les gens ont étudié tout un tas de choses, identifié un canal pour que l'hydrogène arrive ici et vienne se fixer sur cet atome de fer. Le substrat est ici. Et puis, voilà le mécanisme. On peut
on peut le regarder assez rapidement, mais vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Voilà le site natif, enfin ouvert. On fixe le substrat, ça ferme, le substrat est ici. Le fer a dégagé un site de coordination qui va lui permettre de fixer de l'hydrogène. Grâce à l'histidine dont je parlais, vous avez une déprotonation, addition de l'hydrogène ici, et vous voyez, cet oxygène moins va pouvoir arracher un proton, faire un hydrure, et cet hydrure est formidablement bien placé pour attaquer un site. Enfin, attaquer le substrat et faire la réduction à 2 électrons, puisqu'un hydrure, c'est 2 électrons. Voilà. Là aussi, il y a des questions sur... chaque fois que vous découvrez un nouveau site métallique, la question qui se pose pour les chimistes bio-inorganiciens, pour les biochimistes bio-inorganiciens, c'est comment ce site actif est biosynthétisé. C'est toute la question de la maturation des métalloenzymes. Eh bien, là aussi, on est très loin d'avoir tout compris, mais l'analyse des génomes montre qu'à côté de HMD, qui est le gène de cette hydrogénase, vous avez tout un tas de gènes que les gens ont cherché à comprendre. Et en gros, aujourd'hui, la théorie, c'est que le précurseur, c'est cette molécule, qui est un métabolite cellulaire. Vous avez une première méthylation ici. Alors, ça fait penser. Alors, c'est une méthylation assez classique, S-énosyl-méthionine dépendante. Ça fait penser à des méthylations de l'hydroxybenzoate qu'on étudie au laboratoire, d'un cycle aromatique ici, vous voyez, création d'une liaison carbone-carbone. Ensuite, vous avez une activation de cet oxygène par fixation de GMP, activation de ce carboxylate par l'ATP, donc une adénylation ici, et ensuite, beaucoup de choses assez pas tout à fait claires. Vous avez cette protéine HCGF très très importante qui intervient en faisant ce thiocarboxylate. Et puis là, on ne sait plus très bien comment arrive le fer, le monoxyde de carbone, enfin, etc., etc. Donc il y a beaucoup de questions autour de ça. Il s'avère que partout dans ces génomes, vous avez cette protéine D, HCGD. Il s'avère qu'elle a été étudiée, caractérisée, la voici. Elle contient du fer, on a trouvé du fer là-dedans assez mobile, soit des sites mononucléaires avec du citrate, soit des binucléaires, mais enfin, bon voilà, ceci a conduit à l'idée que peut-être cette protéine-là était la source du fer qui, après la synthèse de ce pyridinol, introduit l'atome de fer ici dans ce cofacteur. Bon, dernière chose dont je veux parler, c'est que, comme vous le savez, la chimie, l'enzymologie, la métalloenzymologie a aussi un pendant qui est la chimie bio-inspirée et la catalyse bio-inspirée. C'est une démarche que développent certains laboratoires. Nous, on le fait ici au Collège de France aussi, c'est de tirer parti de connaissances qu'on accumule sur des nouveaux systèmes enzymatiques lorsque la réaction est intéressante pour développer de nouveaux catalyseurs en s'inspirant de ce qu'on vient de découvrir dans le site actif, en se disant toujours si la nature a choisi ce cofacteur, c'est que après 4 milliards d'années d'évolution, c'est que c'est sans doute un système extrêmement efficace.
Alors des fois, ça s'y prête. Vous voyez, on ne va certainement pas s'inspirer de la méthanogénèse pour faire du méthane à partir du CO2. Hein. On va essayer de faire ça autrement. Mais ici, une réaction d'hydrogénation, c'est quelque chose, c'est de la chimie extrêmement importante, y compris dans l'industrie. Et donc, à partir de là, des gens se sont intéressés à synthétiser des molécules. Alors ça, c'est purement de la synthèse, hein, il n'y a plus de bio là-dedans, mais qui ressemblent à cette structure naturelle. Et donc ici, voilà, au cours de quelques... Des toutes dernières années. Hein. Tout ça, c'est très récent, hein, comme vous l'avez vu. La structure que j'ai montrée, c'est 2019. Donc, vous voyez, donc, en gros, l'idée, c'est de faire des complexes avec des pyridinols hein, et des thiolates pour mimer la cystéine, ces ligands formyl, les monoxydes de carbone, enfin, etc. Bon, les chimistes s'amusent en remplaçant le monoxyde de carbone par des phosphines, c'est une démarche assez classique, etc. Et tout dernièrement, donc, vous voyez, 2016, donc ce complexe s'est avéré intéressant du point de vue de la réactivité, parce que dans le biomimétisme, vous avez le biomimétisme structural, c'est-à-dire que déjà le chimiste est absolument ravi quand il arrive à faire une structure, enfin une nouvelle molécule qui ressemble à celle du vivant, hein, c'est pas vrai, Ahmed et c'est encore mieux si la fonction est retrouvée aussi. Et ici, donc, c'est un système qui va s'avérer en effet actif et qui possède plusieurs choses, en particulier un site de coordination vacant, c'est l'équivalent de la molécule d'eau ici, parce que voilà, première chose. Et la deuxième chose, c'est l'existence d'une base. Alors, il s'avère que là, il y a une base ici, mais celle-là a été bloquée puisque c'est un méthoxy. Et voilà, dans ces travaux-là, d'ailleurs, c'est Xiléou à l'EPFL, à Lausanne, qui a fait ce travail, a pu montrer qu'avec ce type de catalyseur, ici, on pouvait faire de l'hydrogénation d'aldéhyde en alcool. Et que donc cette molécule, enfin ce catalyseur était capable d'activer l'hydrogène moléculaire, conduire à des hydrures. Ici, bon, si ça n'a pas été fait avec ce phénolate ici, c'est parce que ça ne marchait pas probablement, mais ça marchait mieux avec une autre base, et c'est cette base qui est active, c'est cet azote qui est actif. Voilà, bon. Je comptais aller plus loin, mais j'ai fait le tour. J'ai encore d'autres exemples de nouveaux cofacteurs organométalliques. J'en parlerai la prochaine fois. Donc, on va continuer sur le chemin de la découverte de nouveaux cofacteurs métalliques dans les enzymes. À nouveau, tout ce que je vous raconte, c'est les toutes dernières années, les 4-5 dernières années. Et c'est assez... je reviendrai d'ailleurs sur la méthanogénèse à nouveau, mais c'est vraiment assez fascinant de voir comme on est encore, d'une part, loin d'avoir tout compris. Vous savez, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, Escherichia coli, le génome d'Escherichia coli, qui est pourtant connu maintenant depuis très longtemps. Enfin, moi, quand j'ai démarré, je l'ai déjà dit, hein, quand j'ai démarré la biochimie, le génome de coli n'était pas connu. Aujourd'hui, il est connu, mais le truc, c'est qu'on en est toujours à connaître, disons, 40% de la fonction des gènes. Donc, il reste encore un gros paquet à connaître. Évidemment, là, je parle de coli. Alors, vous imaginez ces organismes thermophiles, méthanogènes, qui sont extrêmement difficiles à faire pousser, à cultiver, et puis avec des systèmes d'une très grande fragilité. Ce sont des exploits, ce que je vous ai montré là, ces structures de ces systèmes avec autant de fer-soufre, ce sont vraiment des exploits. Mais voilà, c'est la beauté de ce domaine
qui continue à être très très riche, contrairement peut-être à ce qu'on peut en penser, par exemple, les biologistes, mais voilà, c'est très important que les chimistes s'intéressent à ces systèmes. Il y a encore plein de découvertes à faire et je continuerai la prochaine fois à en montrer d'autres, et merci.